À Jérusalem, nous sommes en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokertov. Et comme les nuits précédentes, cette nuit a été marquée par des bombardements intensifs de l'armée américaine en Iran. Et oui, effectivement, Ilana, les forces de l'armée américaine ont détruit durant la nuit des systèmes de défense aérien iraniens, des bases de l'armée iranienne, des bases de missiles balistiques. L'objectif majeur de ces bombardements américains est de porter atteinte de manière significative, dit-on, aux capacités de l'Iran à frapper des bateaux qui passent par le détroit d'Ormuz. Le commandant de la CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, a déclaré qu'au cours des derniers jours, l'Iran avait délibérément attaqué des bateaux de commerce civils et que ces attaques avaient coûté la vie à près d'une douzaine de civils. L'amiral Cooper a souligné que malgré les attaques iraniennes, l'armée américaine avait réussi à coordonner le passage de quelques 300 bateaux via le détroit d'Ormuz. Les Iraniens ont riposté aux tirs américains de la nuit dernière en envoyant des missiles et des drones contre des bases américaines situées en Jordanie, au Koweït et au Bahreïn, comme ils l'avaient fait au cours des nuits précédentes. Et ces développements interviennent alors que les Américains ont repris le blocus des ports iraniens hier soir. Un blocus qui, je vous le rappelle, avait été levé à la suite de la signature de l'accord entre l'Iran et les États-Unis. Et de son côté, le président Donald Trump se montre de plus en plus ferme, même s'il n'écarte toujours pas l'éventualité d'un retour à la table des négociations. Oui, le président américain a déclaré la nuit dernière « Nous avions un accord avec les Iraniens il y a 3 jours. Mes conseillers leur ont récemment parlé et leur ont suggéré de revenir à la table des négociations. Sinon, je cite, il ne restera plus rien d'eux. » À propos des opérations militaires américaines, le président Trump a évoqué l'éventualité de l'utilisation de forces terrestres contre les Iraniens, mais il a dit qu'il préférait que ce soit d'autres personnes qui fassent actionner de telles opérations. Et puis en marge, le secrétariat américain au Trésor a décidé d'imposer à nouveau une série de sanctions économiques contre les Iraniens, en particulier contre les portefeuilles électroniques des autorités iraniennes qui renferment quelques centaines de millions de dollars. Et enfin, dernier point important, le prix du baril du pétrole, vous le savez probablement, il grimpe toujours à 86 dollars le baril aujourd'hui, soit une augmentation de 16 dollars en 3 jours. Et cela, bien entendu, préoccupe le président américain. Il pourrait avoir un impact sur les décisions qu'il prendra au cours des prochains jours. Alors on revient plus près de nous, à Gaza, où Tsahal a éliminé hier 4 terroristes du Hamas. Oui, cela s'est passé dans le nord de la bande de Gaza. L'un des 4 terroristes était le commandant de la sécurité du bataillon de Djebalia. Selon Tsahal, cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts visant à empêcher le Hamas de se renforcer dans la partie de la bande de Gaza qu'il contrôle, c'est-à-dire dans environ 35% de la bande de Gaza à l'ouest sur le littoral. Et puis on reparle du président Donald Trump qui presse actuellement Benyamin Netanyahou d'entamer un retrait des forces israéliennes du Liban mais aussi de Syrie. Oui, selon le président américain, la présence des forces israéliennes dans ces 2 pays, le Liban et la Syrie, alimente la tension dans la région et pourrait entraîner une nouvelle confrontation. Donald Trump aurait dit récemment à Benyamin Netanyahou lors d'une de leurs conversations téléphoniques « Vous devez vous retirer de ces 2 pays, ils ne veulent pas de vous là-bas ». Côté israélien, on considère que les conditions d'un quelconque retrait de Tsahal du Sud-Liban ou même de la Syrie ne sont absolument pas réunies pour l'instant. Il faut souligner qu'au Liban, le cessez-le-feu est respecté tant par les Israéliens que par le Hezbollah. Politique intérieure à présent avec la Knesset qui a voté hier la loi sur le gel des poursuites judiciaires contre les orthodoxes réfractaires au service militaire. Oui, une nouvelle loi qui est loin de faire l'unanimité. Elle a été votée en seconde et troisième lecture hier par les députés du Parlement israélien. 58 députés ont voté en faveur de cette loi, 54 ont voté contre. La séance a été particulièrement houleuse. L'opposition s'est montrée très combative. Elle a clamé en direction du Premier ministre « C'est une honte, boucha » en hébreu. Il faut souligner qu'une fois de plus, Benyamin Netanyahou n'a pas participé au vote. Il était présent à la séance, mais il a discrètement quitté l'hémicycle au moment du vote, ce qui a suscité là encore de très vives critiques et la colère de l'opposition. La loi, il faut le rappeler, stipule entre autres que les élèves des yeshivot qui refuseront de s'enrôler dans Tsahal ne pourront pas faire l'objet de poursuites de la part des forces de police ou de la justice israélienne. Ils ne seront pas arrêtés par les forces de sécurité. Cette loi, il faut le préciser, est également critiquée au sein même de la coalition, en particulier par les députés Likoud rebelles comme Yuli Edelstein et Dan Illouz qui ont refusé de la soutenir hier. Merci beaucoup Daniel, on vous retrouve tout à l'heure sur Radio J à partir de 7h30.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera ensoleillé, de plus en plus chaud sur le territoire israélien. 32 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et sur le littoral, 34 à Beersheva et 41 degrés à Eilat. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Ephraim Wasservogel. Ephraim, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité parce que vous êtes depuis longtemps, depuis 25 ans, habitant de Bnei Brak. Vous êtes vous-même ingénieur. Vous avez été dans le passé une des grandes figures de Renault, puisque vous étiez le numéro 2 de Renault à une certaine époque et même le père de la Renault 5. Ça nous ramène à quelques années en arrière. Mais avec vous, je voudrais, puisque vous habitez à Bnei Brak, votre famille vit à Bnei Brak, je voudrais avec vous essayer de mieux comprendre aujourd'hui les tensions qui existent. Pourquoi finalement aujourd'hui on a le sentiment que le monde orthodoxe ne fait pas partie de l'ensemble de la société israélienne et qu'il y a des tensions entre les différents courants dans la société israélienne, que ce soit la mouvance sioniste religieuse ou même l'ensemble, on va dire, des Israéliens qui ont le sentiment que les orthodoxes en général, on va essayer de ne pas de faire des généralités sans véritablement rentrer dans les détails. Pourquoi les orthodoxes finalement ne donnent pas le sentiment de faire partie intégrante de la société israélienne et pourquoi ils s'acharnent à refuser de servir dans l'armée israélienne? Premièrement, la vie à Bnei Brak est une vie relativement monolithique dans laquelle c'est une ville dans laquelle il y a essentiellement des juifs religieux, et comme vous l'avez dit, c'est le mot des juifs orthodoxes. Je n'aime pas tellement ce mot, mais voilà. Et ces juifs ont pour principale occupation d'étudier la Torah. Alors, quand on dit étudier la Torah, il faut savoir exactement de quoi on parle, puisqu'il y a la Torah, le livre, la Bible, et puis il y a toute la loi orale qui a donné naissance à la Gemara et à tous les autres écrits de nos sages. Et tout ça date d'il y a 2000 ans. Et pourtant, ça a un caractère étonnamment moderne, étonnamment d'actualité. Les juifs religieux considèrent que le point central, c'est l'étude de la Torah et considèrent qu'il y a des gens qui font l'armée, il y a des gens qui étudient la Torah. On peut, sur ce sujet, j'ai moi-même un point de vue, je pense que ceux qui étudient la Torah protègent la nation, protègent Israël autant que ceux qui portent le fusil. Il y a une relation à faire avec ce qui se passait du temps du roi David, où le roi David avait des armées, 11 500 hommes, et qui étaient tous des gens qui avaient été pris, on le lui a reproché au roi David, qui avaient été pris dans les yeshivot, parce que le roi David considérait qu'on ne peut pas défendre Israël si on est un ignorant de la Torah. Alors, si le roi David l'a fait, pourquoi l'État d'Israël d'aujourd'hui ne pourrait pas le faire? Aujourd'hui, l'État d'Israël respecte, et je veux le dire très fort, respecte le monde Haredi. Les familles Haredi bénéficient des mêmes droits que tous les autres Israéliens. La ville de Bnei Brak, elle est entretenue par les services de l'État. Les allocations familiales sont versées aux Haredi de la même manière qu'elles sont versées aux autres. Et le monde Haredi ne cherche pas à se considérer comme un exemple, ne fait pas de prosélytisme, mais considère qu'il traite
le monde juif, il traite Israël avec un regard permanent sur ce que le monde haredi considère, je partage ce point de vue, par parenthèse, comme l'origine du monde, c'est-à-dire la création divine. Alors, dès lors que l'on dit ça, si on le croit, dès lors que l'on dit ça, alors on a toute liberté de considérer que il y a des gens qui étudient la Torah, et je vous signale que une statistique récente de Bnei Brak montrait qu'il n'y a que 25% des Haredim de Bnei Brak qui ne travaillent pas au sens activité professionnelle. Mhm. C'est-à-dire que pratiquement, alors c'est vrai qu'ils n'ont pas n'importe quel métier, ils sont Dans l'éducation. ils sont, les mamans gardent des enfants, les papas travaillent dans les chivotes, les kolélim, mais parfois aussi, on les retrouve, il y a l'importateur de Peugeot Citroën en Israël, maintenant on dit plus ça, on dit Stellantis, mais est un juif non religieux, et quand je vais dans ses bureaux, je suis toujours surpris de voir que 10% de son personnel sont des gens habillés en noir. Mhm. Et ce sont des gens qui ont une culture, qui ont une intelligence, qui n'ont pas les mêmes diplômes. Mais Ephraim, la problématique, est-ce que vous pouvez, par exemple, je vous pose la question directement, vous pouvez comprendre d'un côté, aujourd'hui, après le 7 octobre, la colère, par exemple, du mouvement sioniste religieux, qui dit, mais nous aussi, on étudie la Torah, mais le moment venu, on a dû fermer les Gemarot pour aller défendre l'État d'Israël. On peut concilier l'étude de la Torah et la défense de l'État d'Israël, alors pourquoi les orthodoxes ne le font pas? Et d'une certaine manière, est-ce que vous pouvez comprendre aussi, on va dire, le sentiment de non-appartenance d'une certaine manière à la société israélienne, de la part de l'ensemble, on va dire, des Israéliens qui sont plus laïcs, on va dire? Écoutez, c'est très clair. Oui, il y a une frange de la population minoritaire qui ne s'occupe que de Torah. Quand je dis que c'est minoritaire, tout à l'heure j'ai parlé de 25%, je suis prêt à renouveler cette statistique, et ce sont des gens qui considèrent que étudier la Torah dans un kollel ou dans une yeshiva, c'est une des manières de protéger le peuple. Une des manières, c'est important, une des manières, ça veut dire que c'est pas la seule manière. C'est pas la seule manière. D'ailleurs, ces juifs qui étudient la Torah à plein temps, si vous avez la chance d'en rencontrer quelques-uns, vous verrez qu'ils ne vous diront pas qu'ils ont l'exclusivité de la protection de Am Israël. Mhm. Ils ne le diront pas. Et ils ne le pensent pas. Le Steipler, les grands, le Rav Kanievski, Zichrono Livracha, étaient des immensités de la Torah, des Torahs vivantes, et j'ai eu l'immense privilège et bonheur de poser souvent des questions au Reb Chaim Kanievski, Zichrono Livracha, et il m'a toujours encouragé à travailler, ne pas abandonner mon travail, et considérant que si j'allais étudier le matin, c'était bien comme ça. Donc, même les plus religieux des religieux pensent, quand ils sont ouverts, quand ils sont honnêtes, même les plus religieux des religieux pensent que oui, il faut travailler. Et je veux dire avoir une activité professionnelle, et c'est pour eux une façon d'embrasser le monde beaucoup plus ouverte que de n'étudier qu'une Gemara qui est certes d'une richesse illimitée, mais qui ne traduit pas, j'espère que
je ne me ferai pas insulter pour dire des choses pareilles, mais qui ne traduit pas toute la réalité du monde, loin s'en faut. Je comprends, mais vous ne m'avez pas répondu sur le problème de l'armée. Et je vais tout de suite aller un petit peu plus loin. À partir du moment où l'armée elle-même propose, par exemple, la création d'une unité comme la brigade des Hashmonaïm, qui est orthodoxe, qui permet aux orthodoxes de continuer à étudier, d'avoir, on va dire, toutes leurs exigences en termes de cacheroute et de temps pour prier. Pourquoi finalement le monde orthodoxe, on va dire les rabbinim en particulier, parce que ce sont eux qui décident de tout, ou même ce que l'on appelle les élus, les notables, les askanim du monde orthodoxe, pourquoi eh bien finalement il y a tellement de réticence à s'engager sur cette voie-là? Daniel, je vais vous dire, ce monde est fait de contradictions. Vous avez lu sans aucun doute le fait que Tsahal a décidé de mettre dans des tanks des équipages mixtes. Oui. Alors après, ils ont corrigé. Ils ont dit ce sera que des équipages de femmes, de jeunes filles. Il n'y aura pas un mélange, il y aura des unités spéciales de jeunes filles. Le mal était fait. Oui. Si vous dites... les autobus à Bnei Brak, les messieurs ils s'assoient à l'avant du bus, les madames s'assoient à l'arrière du bus, ça évite de s'asseoir sur les genoux d'une dame qui ne vous a pas sollicité. Maintenant, les mauvais exemples qui ont été donnés ont amené les religieux à être extrêmement suspicieux. Mais j'ai un petit-fils, j'ai des petits-enfants qui sont à l'armée, l'une, c'est une fille, elle est dans la marine, l'autre est dans les machins d'élite là-haut dans le Liban. Et la manière dont il me parle, la manière dont il me parle de l'armée me donne parfaitement confiance dans l'intelligence des commandants sur le fait qu'ils ont à traiter avec des populations entre guillemets différentes. Des hommes, des femmes, des Haredis, des non-religieux, etc. Donc dans votre même famille, vous avez des preuves concrètes d'une possibilité de concilier le respect de la Torah, le respect des mitzvot, l'étude de la Torah et le service militaire. Absolument. Et lorsque je suis à Bnei Brak et que je me retrouve, j'avoue que je ne les provoque pas ces discussions, mais lorsque je suis à Bnei Brak et que je suis confronté à des discussions, parce que les gens savent parfaitement que je travaille, ils savent parfaitement que je suis déguisé, et lorsque les gens me poussent un peu, je leur dis que il faut avoir le courage de regarder les choses, que ces gens Haredis sont extrêmement contents de recevoir des allocations familiales sans lesquelles ils ne pourraient pas faire tourner leur maison, et que s'il y a des allocations familiales, c'est qu'il y a un État, c'est qu'il y a un budget de l'État, et qu'il y a des gens qui travaillent pour permettre à ce budget de l'État d'exister. Et ben les gens, ils l'entendent, ils comprennent. Et j'ai été amené à donner quelques conférences, on va dire, c'est un mot un peu snob, mais les gens comprennent ça très bien. Alors maintenant, le Rav Lando, qui est le grand de la Torah, qui aujourd'hui a succédé au Steipler, au Rav Kanievski, au Rav Steinman, etc., le Rav Lando lui-même encourage les Haredis à avoir une activité qui permette de soulager quelque peu la famille et... D'accord, mais vous revenez toujours sur l'activité professionnelle. Moi, je vous parle du grand problème, de la grande incompréhension qui existe
dans le public, on va dire, ou généraliste ou même sioniste religieux, face à l'armée, surtout après le 7 octobre. Avant le 7 octobre, on pourrait comprendre. Et même, comme je le dis, je mets encore une barrière, je dis, c'est peut-être même pas le fait de s'enrôler dans l'armée, c'est le fait de se sentir solidaire. Qu'il y ait des orthodoxes qui participent, qui fassent des offices ou des prières spéciales pour les soldats, pour la défense des soldats, qu'ils soient là, qu'ils se mobilisent aussi à leur manière pour venir en aide aux soldats, qu'on les sente dans la société israélienne, qu'on n'ait pas le sentiment qu'ils sont repliés dans une forme de ghettoisation orthodoxe dans laquelle on ne fait qu'étudier la Torah. Mais vous l'avez dit vous-même, je suis étonné qu'on revienne à nouveau là-dessus, parce que il y a aujourd'hui dans Tsahal, il y a aujourd'hui des unités de juifs Haredi, et il suffit de parler aux commandants de ces unités, qui eux-mêmes ne sont pas Haredi, pour comprendre que les Haredi forment d'excellents soldats. Oui. Donc, mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques centaines. Et aujourd'hui, l'échelon, enfin les dirigeants, que ce soit les rabbinim ou les élus politiques, eh bien, eux ne sont pas particulièrement favorables à un élargissement de ce phénomène comme la brigade des Hashmonaïm. Oui, mais écoutez, il y a des sentiments tellement ancrés, tellement fort sur le fait qu'il y a les Haredi qui sont une espèce curieuse, originale, et puis qu'il y a les sionistes qui sont venus de tous les pays et qui chantent la tikva à plein poumon. Eh bien, les choses changent. Elles changent, de mon point de vue, dans le bon sens. C'est-à-dire que oui, il faut que tout le monde, sans exception, avec des rôles spécifiques au sein de Tsahal, soit enrôlé. Voilà. Eh bien, donc là, vous avez été effectivement très très clair sur le plan général, et ce sera ma dernière question. L'avenir, parce que le monde orthodoxe se développe, parce que le taux de natalité dans la communauté orthodoxe en Israël est très élevé, beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. Finalement, est-ce que le monde orthodoxe ne risque pas d'être victime de son succès, de son développement, parce que à un certain moment, eh bien, il va falloir que ce monde orthodoxe travaille. Il va falloir qu'il y ait des orthodoxes dans tous les secteurs, dans le monde de la justice, dans le monde de la médecine, dans le monde des usines, dans l'ingénierat, dans tous les domaines. Il va falloir qu'il y ait des orthodoxes et qu'ils contribuent au développement, à la croissance de l'État d'Israël. Sinon, cet État, il risque d'être paralysé. Non, mais j'entends ce que vous dites, et jamais je n'aurais exprimé les choses comme vous venez de le faire. Jamais. Il se fait que il y a une expression banale, il faut laisser le temps au temps. Il n'y a pas tellement longtemps, il fallait sécuriser Israël, pas seulement au plan de l'armée, mais aussi au plan spirituel. Je vous rappelle d'Israël, comment Israël a été conçu, comment Israël a été créé, les relations politiques, avec une gauche dominante. Aujourd'hui, vous avez une évolution rapide qui fait que demain, il y aura un côtoiement de juifs sionistes, de juifs... J'aime pas le mot sioniste, oui. Parce que les Haredi sont probablement les plus sionistes de tous, dans leur amour d'Israël. Donc, des juifs séculaires, des juifs religieux, c'est normal. Maintenant, Israël n'est pas un pays comme les autres. Israël, le mot Israël contient le nom de Dieu, et donc, c'est tout à fait clair que le monde Haredi va transpirer sur le monde en général, va transmettre, et que dans les écoles, on apprendra un tout petit peu plus de Torah qu'on ne le fait aujourd'hui,
c'est une tendance que l'on voit tous les jours, et c'est une bonne tendance. Ça veut dire que les crêtes et les distances vont se réduire pour former plus d'homogénéité. Eh bien, on l'espère, bien entendu, et on est très heureux d'avoir pu dialoguer avec vous parce que vous nous avez, d'une certaine manière, donné une belle note d'espoir pour l'avenir, que ce soit concernant l'enrôlement dans le monde de l'armée israélienne ou même l'intégration dans le monde professionnel, dans le monde de la société israélienne. Merci beaucoup, Ephraim Wasserbogel, de nous avoir répondu, d'avoir expliqué votre position aussi, franchement, sans langue de bois et avec beaucoup de courage. Merci beaucoup. À bientôt. À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, on va commencer cette revue de la presse par l'étonnante première page du Yediot Aharonot ce matin. Oui, effectivement, Ilana, le rédacteur en chef du Yediot Aharonot, a voulu être original ce matin. Il a pris la décision de consacrer toute la première page de son journal ce matin à l'énoncé de 2 clauses de la loi sur la dispense d'arrestation des déserteurs orthodoxes qui a été votée, vous le savez, hier par la Knesset. C'est tout, pas une seule photo en première page, pas de titre en évidence, uniquement le texte de ces 2 extraits de la loi, et on va en citer un. En reconnaissance de l'importance de l'étude de la Torah, il a donc été décidé, de manière tout à fait exceptionnelle, de geler toute démarche visant à arrêter ou interpeller des élèves des yeshivot qui bénéficient de la dispense de Toratam Umanutam, ce qui signifie la Torah et leur art. Il s'agit donc des élèves des yeshivot qui sont dispensés de service militaire. La manchette du Israël Hayom, elle, est aussi consacrée à cette loi de dispense des déserteurs. Oui, mais elle est plus normative, si l'on peut dire, cette manchette que celle du Yediot Aharonot. On voit en première page une photo de consultation intense entre les différents députés de la coalition gouvernementale au sein de l'hémicycle dans la Knesset. On y voit Aryeh Deri, le puissant patron du parti Chasse, mais également Boaz Bismuth, le député Likoud, et Tali Gottlieb, la passionnariat de la Knesset. Juste après le vote de cette loi, ils ont fait la différence entre le sang, affirme ce matin le Israël Hayom en manchette, en soulignant le caractère injuste et illégal de la loi. Et le journal explique que le deal conclu entre Binyamin Netanyahou et les partis orthodoxes va encore permettre de voter aujourd'hui des projets de loi comme la loi sur la cacheroute et la loi visant à diviser les prérogatives du conseiller juridique du gouvernement. Et au passage, le journal explique que ce sont 600 millions de shekels qui seront versés aux institutions orthodoxes avant que la Knesset ne se disperse en fin de semaine. Les quotidiens et les sites d'information, Daniel, se penchent aussi sur le contenu de cette loi sur les déserteurs. Oui, et ils font d'abord tous remarquer que le Premier ministre n'a pas voulu participer au vote, comme s'il comprenait que ce qu'il était en train de faire n'était pas tout à fait correct. Et les journaux nous indiquent que le vote de cette loi a été rendu possible dans le cadre d'un marché conclu donc entre le Likoud et les partis orthodoxes. Un marché qui, dans l'absolu, doit permettre à M. Netanyahou de préserver son fameux bloc de coalition en perspective des prochaines élections législatives. En page édito du Yediot Aharonot, le professeur Yuval Elbachan interprète justement les clauses de cette loi votée hier par la Knesset. Oui, le professeur Elbachan qui est souvent très critique envers le gouvernement, parle d'une loi qui est mortenée. Pourquoi ? Parce que selon lui, dans chacune des clauses de cette loi, il y a au moins un élément qui va permettre de la rendre caduque lorsqu'elle sera analysée ou examinée par la Cour suprême. Et la clause qui rend cette loi impossible à défendre devant la Cour, c'est qu'elle ne concerne pas tous les Israéliens, mais uniquement ceux qui sont désignés comme Haredim, comme orthodoxes. Le professeur Elbachan n'est pas le seul à pester contre cette loi. Toujours dans le Yediot Aharonot, Oz bin Nun, qui est un réserviste de Tsahal, écrit en titre ce matin « Nous avons tous été trahis. Cette loi est une trahison envers les réservistes qui servent depuis plusieurs années, depuis le début de la guerre, pendant plusieurs centaines de jours par an. Et c'est une loi qui trahit à la fois le sionisme et l'État d'Israël, affirme-t-il. En faisant voter une telle loi, l'actuelle coalition a voulu détruire le plus élémentaire
faire des ADN du miracle sioniste. C'est une tentative de nous transformer en une nation de salauds, écrit Oz bin Noun ce matin dans le Yediot Aharonot, dans le Israël Hayom. Yair Wengler, lui, nous explique dans son analyse qu'un bulletin de vote pour un parti de l'actuelle coalition est en fait un bulletin de vote pour les orthodoxes des Chassidim de Gour, et il pointe ce matin un doigt accusateur en direction du leadership du mouvement sioniste religieux qu'il accuse d'avoir bradé les valeurs du sionisme religieux pour un seul et même objectif si cher au cœur de Bezalel Smotrich, le développement de la Judée et de la Samarie. Alors justement, à ce propos, dans le Yediot, une révélation qui risque de faire grincer des dents à la Maison-Blanche. Oui, il s'agit d'une décision prise en mars 2026 par le gouvernement de Binyamin Netanyahou. Cette décision mentionnait la création de 34 nouvelles localités en Judée et Samarie, comme il y avait à l'époque des tensions entre les États-Unis et Israël. Eh bien, la décision n'a pas été rendue publique afin de ne pas froisser le président américain. Il y a un mois, le gouvernement israélien a décidé de consacrer 1,3 milliard de dollars à la construction de ces nouvelles localités. On attend la réaction de la Maison-Blanche. Quant au Maariv de ce matin, il se penche lui sur un post éloquent envoyé par le leader du Chass, Aryeh Deri. Oui, dans ce post envoyé hier, Aryeh Deri se lance dans un virulent réquisitoire contre l'actuelle opposition, qu'il qualifie d'opposition la plus impotente, dirigée par Yair Lapid. Cette opposition qui nous donne des leçons de morale sur la démocratie a décidé de ne pas accepter la décision de la Knesset à propos de la loi sur les déserteurs. La Knesset qui est pourtant l'instance souveraine, et cette opposition s'est précipitée devant la succursale du Yesh Atid, qui est la Cour suprême, pour déposer des recours contre un projet de loi destiné avant tout à éviter des divisions au sein de la société israélienne, écrit ce matin Aryeh Deri. Et puis le Yediot Aharonot consacre ce matin une double page intérieure à la guerre qui se déroule actuellement dans le détroit d'Ormuz. Oui, le Yediot Aharonot illustre d'emblée son reportage avec un schéma détaillant les forces en question qui se trouvent dans le détroit d'Ormuz, et les données fournies par le Yediot Aharonot sont très impressionnantes. Jugez plutôt, il existe actuellement 1000 bateaux et cargos qui sont bloqués dans ce détroit d'Ormuz, devenu le nerf de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. 1000 bateaux, 6000 marins bloqués dans ce détroit, et 70% des bateaux qui sont passés par le détroit le mois dernier ne sont pas des bateaux iraniens. À l'aide de ce schéma très expressif, on comprend mieux où se situent les forces américaines et leur soutien logistique. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Stéphane Amar. Stéphane, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Journaliste, écrivain, avec vous et correspondant de plusieurs médias internationaux. Avec vous, je voudrais justement d'ailleurs que l'on commence notre petite discussion en essayant de voir si... alors que, on va dire, les canons se sont quelque peu tus dans notre région, il y a un cessez-le-feu au Liban, il y a, on va dire, effectivement, une sorte de retour au calme dans la bande de Gaza, et puis même l'Iran, pour l'instant, Israël est sur la touche. Est-ce que l'image de l'État d'Israël parvient un petit peu à être restaurée après 2 années et demie de combat, où en fait on est véritablement dans une disposition d'esprit qui n'est pas du tout favorable à l'État hébreu? Alors d'abord, il faut constater, c'est complètement naturel, que l'État Israël est beaucoup moins présent dans l'actualité internationale, justement du fait que le pays n'est pas engagé directement dans ces guerres qui se déroulent actuellement, notamment dans cette confrontation entre l'Iran et les États-Unis. À la fois, Donald Trump a demandé à Benjamin Netanyahou de se tenir à l'écart, et les Israéliens sont préférés, en tout cas pour l'instant, cette position d'observateur. Est-ce que l'image d'Israël s'est améliorée? C'est difficile à dire. Il faut être relativement nuancé lorsque l'on parle de l'image d'Israël. Alors, il y a effectivement des mouvements extrêmement hostiles à l'État juif à travers le monde, que ce soit dans le monde islamique ou bien en Occident. Il y a parfois aussi un croisement dans cette hostilité, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, qui est extrêmement hostile à Israël. Cela dit, et même depuis le 7 octobre et depuis les crises qui ont suivi, notamment l'invasion de la bande de Gaza et cette opération extrêmement violente qui serait la menée dans la bande de Gaza, malgré tout, il faut constater qu'aucune sanction internationale n'a été déclarée à l'encontre d'Israël, que les liens commerciaux entre Israël et l'Europe, entre Israël et les États-Unis, entre Israël et l'Asie n'ont cessé de se renforcer. Donc il y a effectivement des assauts médiatiques, il y a une hostilité de toute une partie de l'opinion mondiale, mais on ne peut pas dire que l'image d'Israël en tant que telle soit complètement dégradée, sans compter que ces dernières semaines, on a vu au contraire beaucoup de pays se retourner, comme la Slovénie, comme la Colombie, et prendre à la faveur d'un changement de gouvernement des positions radicalement pro-israéliennes, alors qu'elles étaient pro-palestiniennes avec l'ancien gouvernement.
Alors, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que cette image, elle peut être... Comment le gouvernement israélien, à votre avis, peut essayer de redorer le blason de l'État d'Israël? Est-ce que c'est une mission impossible ou alors il y a effectivement une manière d'expliquer une situation, d'essayer de faire passer, on va dire tout simplement, le message de l'information à l'état pur, à les données, et puis peut-être essayer de persuader qu'il n'y a pas, par exemple, eu de génocide, qu'il n'y a pas de famine, il n'y a pas eu de famine dans la bande de Gaza. Ce sont surtout les accusations qui sont portées contre Israël. Est-ce que vous pensez que c'est peine perdue ou il y a matière à contre-attaquer? Alors, je pense qu'il faut s'attacher au fond des choses, attacher à ce qui se passe. Je ne vois pas qu'il s'agisse là d'un problème de communication. Je pense qu'il s'agit de positionnements politiques extrêmement différents. Selon que l'on se place du côté d'Israël ou selon qu'on se place du côté des Palestiniens, il est évident que la réalité apparaît complètement différemment. On va prendre deux exemples, peut-être l'exemple de Gaza et l'exemple de la Cisjordanie, de la Judée-Samarie. À Gaza, il y a effectivement des procédures qui sont engagées à l'encontre d'Israël, notamment pour génocide. Ces procédures, elles sont entre les mains de la justice internationale, qui visiblement, en tout cas pour l'instant, ne semble pas trancher en faveur de la thèse du génocide. Mais d'un autre côté, il faut bien sûr constater que l'opération israélienne d'un bande de Gaza a été complètement radicale et complètement en rupture par rapport aux opérations précédentes. Israël occupe 50 à 60% de la bande de Gaza, une bande de Gaza qui a été très largement détruite, une bande de Gaza où il y a eu bien sûr aussi beaucoup de milliers de victimes civiles en collatéral avec les combats contre le Hamas. Et ça, c'est une réalité qu'il faut assumer. C'est une réalité qui est objective. Certains vous diront c'est légitime, Israël n'a fait que se défendre. D'autres vous diront c'est une riposte disproportionnée. Mais là, il s'agit, je dirais, d'appréciations subjectives dans lesquelles un gouvernement démocratique n'a pas beaucoup de rôle à jouer. En ce qui concerne la Cisjordanie, c'est complètement différent. Mais c'est aussi une réalité qu'on peut constater de façon objective, c'est-à-dire qu'il y a une progression très très nette de la colonisation, de l'implantation juive dans ces territoires. Et d'ailleurs, le gouvernement s'en félicite. Il a expliqué récemment qu'il était passé de 9% du contrôle du territoire de Cisjordanie à 18%. Hier, de nouveaux plans ont été annoncés. Ça, encore une fois, ce sont des plans qu'il faut assumer. Certains vous diront que c'est légitime, que c'est le retour du peuple juif sur sa terre, et d'autres vous diront qu'il s'agit d'une colonisation sur le mode occidental. Je n'ai pas l'impression que quelque effort de communication que puisse faire le gouvernement israélien, ça changerait quelque chose à l'appréciation des uns ou des autres. Alors, je voudrais qu'on aborde un deuxième sujet qui est aussi votre sujet de prédilection, à savoir le secteur arabe israélien. Bon, on en a parlé beaucoup du secteur arabe israélien, en particulier au travers des multiples assassinats, le taux d'assassinat dans ce secteur arabe et les combats, on va dire les confrontations entre les différents gangs de la pègre arabe israélienne causent des dizaines et des dizaines de victimes. Mais je voudrais avec vous plutôt que l'on se focalise sur les élections, la perspective des élections. La question est claire. Est-ce que vous avez le sentiment que tous les partis arabes iront ensemble comme un seul bloc pour essayer d'une certaine manière de damer le plomb dans les résultats des élections du 27 octobre? C'est très difficile à dire parce que, effectivement, à une reprise, je crois, la liste arabe s'est unifiée. Tous les partis arabes se sont présentés ensemble. Il me semble que c'est en 2015, mais vous pourrez me corriger sur ce point. Et elle avait obtenu 15 sièges, ce qui était un record. Depuis lors, les Arabes partent traditionnellement en ordre séparé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des vraies différences idéologiques entre, d'un côté, des partis plutôt de gauche, d'autres partis plutôt nationalistes, et le parti islamiste RAM de Mansour Abbas, qui a été le seul historiquement à participer à une coalition. C'était au moment de l'éphémère gouvernement Bennett entre 2021 et 2022. Ces divisions entre les Arabes, elles subsistent au moment où je vous parle, mais bien sûr, ils comprennent qu'ils ont un intérêt à mener une liste unique, car ils récolteront plus de députés. Cela dit, ça ne changerait pas fondamentalement les choses, car pour l'instant, en tout cas en l'état actuel des discours, ni la coalition Netanyahou, ni la coalition adverse, vraisemblablement guidée par
Azenkot n'envisage de gouverner avec les Arabes pour des raisons principalement idéologiques. Donc même si les Arabes partaient, je dirais, avec une liste unie, il n'est pas certain qu'ils pourraient peser sur les affaires gouvernementales. Le seul moyen de peser, c'est ce qu'a fait Mansour Abbas en 2021, avec sa petite liste de 4 députés, c'est de s'allier aux autres partis sionistes et d'obtenir des ministères. Mais tel que se configurent les prochaines élections, ça reste en tout cas pour l'instant assez peu probable. Est-ce que l'expérience de Mansour Abbas et de Raham, elle est renouvelable à votre avis? C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'union au sein du secteur arabe israélien, eh bien, il y a des formations politiques, on va dire du centre ou du centre-gauche, comme celle de Gadi Azenkot, qui seraient prêtes à pactiser avec Mansour Abbas, ce qui ne serait pas, alors qu'il ne serait pas prêt à le faire avec d'autres partis, comme les partis de... Alors oui, effectivement, Mansour Abbas, paradoxalement, est sans doute le parti arabe le plus siono-compatible, celui qui peut le plus s'allier avec des partis juifs, on l'a vu en 2021, et même avec des partis très nationalistes, qui était à l'époque le parti de Naftali Bennett. Pourquoi? D'abord parce que Mansour Abbas est le seul représentant arabe israélien à avoir reconnu le caractère juif de l'État d'Israël. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est un fait. Ensuite, parce que c'est un homme extrêmement pragmatique qui cherche à travers ses alliances à obtenir des avantages pour sa communauté et notamment aussi bien sûr en termes de terre, en termes de budget, mais également en termes religieux. Et il se trouve que il y avait un terrain commun entre lui et Naftali Bennett, mais également, il faut le préciser, entre lui et Benjamin Netanyahou, puisque Benjamin Netanyahou avait essayé de le recruter avant Naftali Bennett, et il avait même mené une campagne assez offensive dans le secteur arabe sous le pseudonyme d'Abou Yaïr. Est-ce que cette expérience pourrait se renouveler avec les partis de gauche? Paradoxalement, je pense que c'est beaucoup plus difficile et que traditionnellement, il y a beaucoup de méfiance des partis arabes envers les partis de gauche qui sont perçus comme largement hypocrites, d'une certaine manière, si on peut le résumer, aussi conquérants, aussi sionistes que la droite, mais ne voulant moins l'avouer. C'est en tout cas la perception très courante chez les Arabes israéliens. C'est-à-dire le 7 octobre est passé par là et ça a modifié, on va dire, la perception des partis arabes, malgré tout, envers et contre tout, même si le secteur arabe je dirais que ça pas... a aggravé sans doute la fracture entre les partis arabes d'un côté et les partis sionistes de l'autre, mais surtout la fracture entre les partis arabes et leur population. Car on a vu que la population a très très largement condamné le 7 octobre, ce qui est une exception au niveau mondial, puisque la plupart des musulmans dans le monde se sont dits favorables à l'action du Hamas le 7 octobre, ce qui n'est pas le cas des Arabes israéliens majoritairement, alors même que les partis arabes israéliens, eux, ont poursuivi une ligne extrêmement hostile à l'égard de l'État d'Israël et du sionisme en général. Alors je vais quand même vous poser une question sur les problèmes de la pègre arabe israélienne. Est-ce que vous pensez que d'intégrer le Shin Bet, c'est-à-dire de confier ce dossier-là au Shin Bet, ça peut permettre d'obtenir des résultats tangibles et d'apaiser, on va dire, de faire baisser le nombre de meurtres dans ce secteur arabe israélien? Je dirais que ça ne peut pas être pire, parce que tous les gouvernements successifs de Benjamin Netanyahou, mais aussi celui de Naftali Bennett, ont été incapables de juguler la violence dans le secteur arabe. Malgré toutes ces promesses, Itamar Ben-Gvir n'a pas changé la situation, au contraire, elle n'a cessé de s'aggraver. On est là face à une situation qui ressemble à certains égards à ce qui se passe en France, c'est-à-dire de narcotrafic, que l'État n'arrive pas à juguler. Est-ce que le Shabak, les services de renseignement intérieur, qui sont réputés extrêmement efficaces, arrivera à changer les réalités? C'est peut-être une expérience à tenter. Eh bien, on restera sur cette interrogation avec vous, Stéphane Amar. Merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre ce qui se passait dans les médias internationaux, cette période de trêve relative, si l'on peut dire, dans les combats. Et puis, donc, ce qui se passe aussi, ce qui risque de se passer dans le secteur arabe israélien en perspective des élections. Merci Stéphane d'avoir été avec nous. Daniel. Bonne journée, à bientôt. À Neot Madar, au cœur du désert du Negev, la vie communautaire repose déjà sur un pari audacieux, faire pousser des vergers, des vignes et d'autres cultures biologiques dans un environnement aride. Mais ce kibbutz singulier pousse l'expérience plus loin encore. Tous les 7 ans environ, au cours de l'été, ses habitants changent de maison. Jusqu'au dernier moment, l'attribution des logements reste secrète. Sur place, cette pratique n'est pas vécue comme un simple déménagement collectif,
mais comme une expérience intérieure destinée à bousculer les habitudes, desserrer l'attachement au confort et ouvrir un espace de renouvellement. Pendant cette transition estivale, chacun repeint, répare, vide, trie et se défait de ce qui n'est plus nécessaire. Plusieurs réunions accompagnent ainsi le processus pour expliquer l'organisation, les travaux, mais aussi offrir un soutien émotionnel. Car derrière les cartons et les coups de pinceau, ce sont des questions bien plus profondes qui émergent. Sommes-nous plus libres quand nous nous attachons moins? Est-il possible de ne pas s'habituer à son confort? Et dans un monde déjà saturé d'incertitudes, n'est-il pas légitime d'avoir besoin d'un lieu à soi, d'une maison fixe? Les habitants du kibboutz racontent cette expérience en des termes très divers. Ethan explique avoir pris soin du jardin de la maison où il vivait et vouloir faire la même chose dans la suivante. Pour lui, cette règle rappelle que rien sur terre n'est éternel. Noam, quant à lui, confesse des sentiments plus mêlés et douloureux. L'idée que quelqu'un puisse recevoir une maison mieux que la sienne le met mal à l'aise et cette réaction le dérange. L'idée directrice de Neot Smadar est au fond de construire un mamad pnimi, un abri intérieur, une sécurité qui ne dépend ni des murs, ni des habitudes, ni des objets accumulés. Changer de maison oblige effectivement à se rouvrir, à accueillir une nouvelle étape, un autre cadre, une autre forme de vie. Et accepter que la maison la plus solide soit peut-être celle que l'on bâtit en soi. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec François Constantini. François, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes géopolitologue, spécialiste du Liban, en particulier auteur d'un ouvrage, Le Liban, histoire et destin d'une exception. On le comprend ici très bien, ici en Israël, que le Liban est une exception. Avec vous, je voudrais d'abord, premièrement, qu'on reste un petit peu encore dans le factuel. Est-ce que vous avez le sentiment que les tentatives, ce qu'on appelle les expériences pilotes qui doivent être réalisées dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu qui a été conclu il y a de cela 3 semaines environ, ça peut être concluant. Il y a une chance que l'armée libanaise prenne le contrôle de certaines zones que l'armée israélienne évacuerait au sud Liban et permettent, on va dire, soit de désarmer le Hezbollah, soit au moins en tout cas de conserver la souveraineté sur ce territoire. Bonjour, mais vous savez, le problème de l'accord, c'est que, de règle générale, vous savez qu'il n'y a pas de guerre entre le Liban et le Hezbollah, contrairement à ce qu'on raconte, y compris dans les médias en France, en Occident, on n'entend pas de guerre entre le Liban et Israël. Non, il y a une guerre entre Israël et le Hezbollah, ou plutôt le Hezbollah qui a une guerre contre Israël. Le problème qui est posé est là, c'est-à-dire que le Hezbollah, eux, n'ont pas caché qu'ils feraient capoter tout accord. Naïm Qassem, le chef du Hezbollah, vous savez, celui qui parle avec l'oreillette de Téhéran, comme on dit au Liban, dit bien que l'accord n'en convient pas. Et quant à l'armée libanaise, personnellement, j'ai toujours eu plus que des doutes sur sa capacité à désarmer le Hezbollah, à la fois parce qu'elle ne le veut pas et aussi parce qu'elle ne le peut pas, pour 2 raisons. Donc, ces zones, vous savez, l'armée libanaise, une fois déployée, que se passera-t-il? Vous savez, ça fait 20 ans que l'application des résolutions de 1701 aurait dû être en œuvre. Et ça fait 20 ans qu'on voit à côté de l'armée libanaise, mais aussi de la FINUL, parce qu'il faudrait se poser la question du rôle de la FINUL, le Hezbollah prendre des positions, creuser des tunnels sur des kilomètres, et ça fait 20 ans que ça dure, alors qu'il y a une résolution des Nations Unies, qu'il y a une FINUL et qu'il y a l'armée libanaise. Donc, à mon sens, c'est très peu probable, parce que le Hezbollah, de toute façon, sur le terrain, son intérêt, il faut le savoir, à partir du moment où il est une courroie de transmission de terrain et rien d'autre, ce sera de faire capoter tout accord. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce qu'on est conscient, en tout cas en Israël, on est certainement très conscient que si l'armée libanaise avait un peu plus de puissance, si elle avait un peu plus de représentativité, eh bien peut-être qu'elle pourrait effectivement, peut-être au moins neutraliser le Hezbollah. Pour cela, il faudrait par exemple qu'il y ait peut-être moins d'officiers chiites au sein de cette armée, on va dire, ce qui n'est pas encore le cas. Est-ce que l'Occident, on va dire la France, l'Europe, les États-Unis, ont un moyen de doper cette armée libanaise ou c'est peine perdue? Alors, cette armée libanaise, historiquement, vous savez, elle a tout défendu, sauf le Liban. Si je vous fais un petit historique, si vous me permettez, 1958,
les Nassériens essaient de s'emparer du pouvoir. L'armée libanaise reste neutre, commande le général Fouad. Pourquoi ? Parce que il pense qu'on va être dans une neutralité et en effet, le pari est bon pour lui. Il est élu quelques mois après président de la République. 1975, début de la guerre, l'armée libanaise aurait dû défendre le Liban contre le Fatah, l'OLP, qui avait fait du Liban un État dans l'État. Elle n'a pas bougé, elle s'est scindée pendant la guerre. Ensuite, pendant 15 ans, elle a été une supplétive de la Syrie. Il faut se rappeler que les officiers étaient formés à Damas. Alors, c'est pas une question, notamment des équilibres entre officiers chiites et chrétiens. Il faut pas oublier que tous les chiites ne sont pas pro Hezbollah, loin de là. Ils ont été travaillés par le Hezbollah, par l'intérêt, mais vous avez le chiisme traditionnel libanais, les familles Ahmadeh, Assad, notamment dans le sud, qui ont été évincés par le Hezbollah et par le mouvement Berri, ne sont pas des gens pro-iraniens, pro-Hezbollah. Vous avez un chiisme libanais traditionnel, et ce chiisme, il peut revenir. Alors la question, en effet, de l'armée, c'est que vous avez des officiers, en effet, qui sont en quelque sorte des hommes des croix de transmission du Hezbollah, et que cette armée, elle a été formatée depuis 35 ans par la Syrie, et ensuite elle a été littéralement phagostée par le Hezbollah, puisque le Hezbollah est présent à tous les niveaux de l'armée. Il ne faut pas oublier que l'armée, par contre, en nombre, la confession la plus nombreuse, contrairement à ce qu'on pense, ce sont les sunnites, parce qu'en effet, les hommes de rang, soldats, caporaux-chefs, sont recrutés dans la région la plus pauvre du Nord-Liban, le Akkar, qui est une région essentiellement sunnite. Donc elle n'est pas chiite, contrairement à ce qu'on dit. Dans le commandement, disons qu'elle est à peu près paritaire entre chrétiens et musulmans, mais de toute façon, c'est pas l'armée libanaise. Alors là, pour une fois, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a semble eu une étincelle, mais je pense que c'est une petite étincelle où il parle d'une force multinationale pour appuyer l'armée libanaise. Mais s'il faut une force multinationale, c'est certainement pas une FINUL 3, mais c'est plutôt une force de type KFOR, comme on avait au Kosovo. On a quand même été plus efficace par occidentaux pour mettre au pouvoir au Kosovo un pouvoir à la fois mafieux et islamiste, qu'on allait pour aider l'armée libanaise à étendre son autorité sur l'ensemble du territoire. Il faudrait une force multinationale qui ait notamment un mandat de pouvoir également tirer, se défendre en cas d'attaque du Hezbollah. C'est la seule chance qu'on aurait, une force multinationale avec les États-Unis, des pays européens entre autres, voire éventuellement des pays du Golfe, notamment ceux qui sont entrés dans le cadre de l'accord d'Abraham, qui serait beaucoup plus sûr. Alors, puisque vous avez parlé d'histoire, je voudrais vous poser une question, parce que en Israël, on s'interroge beaucoup sur, on va dire, la passivité de la France dans ce dossier libanais. On voit que, par exemple, toutes les initiatives, y compris le cessez-le-feu, ce sont des initiatives qui ont eu pour point de départ les Américains. Ce sont eux qui ont fait pression, ce sont eux qui sont, on va dire, qui ont négocié, qui ont tenté de négocier. La France, elle est sur la touche, alors qu'elle ne cesse de dire qu'elle voudrait jouer un rôle dans l'avenir du Liban. La question que je vous pose, finalement, pourquoi on fait des réductions, on va dire, à la France, alors que c'est elle qui est de facto responsable historiquement de cette situation de complexité ethnique, de mélange dans un gouvernement. Il y a effectivement, vous parliez de l'expression dans votre ouvrage de l'exception du Liban, c'est effectivement une situation totalement exceptionnelle. Et c'est la France qui en est responsable. Pourquoi on la laisserait rester sur la touche, alors que c'est elle qui peut-être pourrait avoir une solution ? Alors, c'est pas la France qui a créé le Liban, contrairement à ce qu'a dit en 1920. Elle a créé en effet un grand Liban. Oui. C'est-à-dire, vous savez, le mont Liban élargi de 1860, qui était déjà un système multiconfessionnel. Déjà, vous savez, le système multiconfessionnel, il a toujours existé. Toutes les contrées qui ont été sous la coupe de l'Empire ottoman, avec ce qu'on appelait le millet, ont été organisées par communauté. Et au Liban, ça date même du XVIIe siècle, puisque le Liban, historiquement, le mont Liban, en fait, c'était le refuge des minorités persécutées. C'est les maronites qui ont donné l'armature européenne, qui étaient même persécutés par Byzance avant l'islam, et ensuite par l'islam sunnite. Et même ensuite les chiites et les druzes, qui étaient des minorités persécutées par l'islam sunnite, notamment par les califats arabes, puis par les Ottomans, se sont réfugiés dans le mont Liban. Ne pas oublier également que le Liban a été, jusqu'à une période récente, avant la guerre, même une terre où de nombreux juifs étaient présents. C'est-à-dire que dans le sud du Liban, il y avait des villages juifs, et Beyrouth, il y avait notamment une force communauté juive. Je vais vous donner une anecdote. Quand j'enseignais à l'université de Beyrouth, je descendais tous les jours par le quartier central de Beyrouth. Un jour, j'ai vu un cimetière abandonné, un vieux cimetière. Je suis rentré, c'était le cimetière
juif de Beyrouth, qui est très important. Il y a eu oui, effectivement, des juifs très nombreux, et il n'y a jamais, d'ailleurs, au Liban, vous avez avec l'Iran pré-révolutionnaire, c'est le seul pays au Proche-Orient où vous avez quand même eu un antisémitisme très faible, très résiduel. Vous avez eu des communautés juives importantes. Alors la France n'a pas créé le Liban. Le Liban, il est encore en quelque sorte le fruit de cette histoire. La chose qu'on pouvait discuter, vous savez, en effet, c'est quel type de Liban, notamment, est-ce que les chrétiens doivent être aussi à parité. Si vous lisez mon livre, je parle d'une anecdote, notamment du journal de Moshe Charet, qui parle notamment d'une discussion orageuse avec Ben Gourion. Ben Gourion dit que, en effet, les chrétiens auraient dû faire un espèce de Mont-Liban élargi et faire un État avec eux dans lequel ils auraient été assurés d'être majoritaires. Mais on ne peut pas refaire l'histoire, c'est l'équation libanaise. En effet, ce qui pêche aujourd'hui surtout, c'est le recul du poids des chrétiens au Liban, parce qu'il faut savoir que si Israël doit avoir un jour un Liban qui est non seulement un pays avec lequel il est en paix, mais avec lequel il peut avoir une alliance, c'est un Liban notamment qui aura retrouvé une force, une matrice notamment opérée comme elle a été toujours, notamment par les chrétiens, qui sont quand même le peuple aujourd'hui le plus voisin, le plus proche des Israéliens. C'est ça, parce que lorsque l'on parle, et on en a parlé il y a un mois lors des négociations avant que l'on signe cet accord de cessez-le-feu, on a parlé d'une possibilité de paix, de non-belligérance, de réconciliation entre le Liban et Israël. On a même parfois le sentiment que même des gens comme Joseph Aoun, eh bien, ils seraient favorables, mais c'est-à-dire, c'est finalement la minorité chrétienne qui voudrait bien, mais qui ne le peut pas, parce que eh bien, il y a les sunnites d'un côté, il y a les chiites de l'autre, et qui n'y parviendront peut-être jamais. Alors, si vous voulez, il y a déjà une chose qui est encourageante. Moi, pour avoir connu le Liban depuis l'occupation israélienne, depuis 1990, vous aviez dans les manuels scolaires, y compris les manuels qu'on avait imposés aux écoles chrétiennes, dans les manuels d'éducation civique, entre guillemets, 20 pages sur 100 pages, l'ennemi israélien partout, on disait l'ennemi israélien. Or, depuis quelques mois, vous avez quand même à Washington des drapeaux israéliens et libanais mis côte à côte, et personne au Liban ne réagit de façon hostile. Ça veut dire que le peuple libanais profond, eh bien, il n'est pas hostile à Israël. Alors, les chrétiens ne sont pas hostiles, les sunnites ne sont pas hostiles, il faut le savoir, hein, ils sont surtout hostiles à l'Iran. Quant aux chiites, la population chiite, elle est de moins en moins favorable au Hezbollah, il faut pas oublier que également c'est une population, le Hezbollah, c'est pas seulement, vous savez, une milice terroriste, la courroie de transmission de l'Iran, mais il reçoit une dotation entre 1 et 2 milliards de dollars par an de Téhéran. Le Hezbollah, c'est des hôpitaux, des centres d'aide sociaux, des colis alimentaires, des dotations qui sont données aux familles, c'est-à-dire que vous avez littéralement une communauté qui est achetée, qui en plus est marginalisée plutôt pauvre à l'origine par le Hezbollah. Il faut savoir qu'assécher le Hezbollah, c'est également assécher notamment tous ces organismes sociaux. Non, le Liban, vous savez, il n'est pas hostile. Hein. Vous savez, il y a des chrétiens qui m'ont dit, avant il était secret, il m'a dit j'espère qu'on pourra aller se baigner à Netanya et on fait venir les Israéliens au casino du Liban pour faire des parties de poker ou de blackjack. C'est ce qu'ils disent éventuellement. Ce sont des peuples proches. Hein. Rappelons-le, vous savez, en France, les jeunes Libanais, maronites et les jeunes Juifs sont souvent très amis. Hein. Ils se rencontrent, ils ont une certaine symbiose, les mêmes passions, les mêmes mentalités. Donc, ce sont des peuples qui cherchent à se rapprocher. Quand même, une anecdote, hein, ça fait quand même plusieurs, non pas des années, dizaines d'années, des centaines, mais des milliers d'années. Rappelez-vous que le temple de Salomon a été construit parce que le roi Hiram notamment a été construit avec du bois de cèdre du Liban, hein, parce qu'il y a déjà une entente entre le roi phénicien et les rois juifs. Et oui, effectivement, il faudrait tendre vers un retour de cette paix ou de cette réconciliation entre le Liban et l'État d'Israël, le royaume d'Israël et le royaume du Liban à l'époque du roi Hiram, effectivement. Merci beaucoup François Constantini de nous avoir éclairé, c'était très intéressant de dialoguer avec vous. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette situation complexe qui reste complexe donc au Liban. Bonne continuation, à bientôt. Merci, au revoir.